propose de démarrer ce conseil municipal. On retrouve pour la première fois depuis le début du mandat notre salle du conseil municipal depuis mai 2020. Donc avec la possibilité pour le public d'y assister. Alors c'était vrai dans une jauge très réduite que sur les derniers conseils. Voilà, bon, en espérant qu'on pourra y rester, mais on sait que la situation sanitaire, voilà, tout n'est pas réglé. Juste pour vous informer, voilà, il y a sur le banc d'administration, il y a la présence de Madame Touret, qui est une magistrate première conseillère rapporteuse au tribunal administratif de Rennes, qui est en accueil auprès de Monsieur Saulnier en journée d'immersion. Voilà, et, informé, voilà, c'est un nouvel agent dans la collectivité. Avant de démarrer, peut-être un petit point, donc je peut-être annoncer. Donc, alors moi j'avais comme excusé Madame Audrey Gilles, mais qui devait nous rejoindre en cours de conseil, mais voilà, elle arrive, donc on ne va pas prononcer son pouvoir. Il y a Monsieur Alban Kerbeuf qui est excusé et Madame Anne-Sophie Rossignol qui a donné pouvoir à Monsieur Leblond. Et peut-être qu'on a Madame Asquette qui nous donnera pouvoir parce qu'on va peut-être partir en cours de conseil municipal. On va aussi désigner le secrétaire de séance, donc voilà le Benjamin autour de la Rouette. Ah ben non, c'est Madame Gilles maintenant. J'avais anticipé votre absence. Donc c'est Madame Gilles qui va être secrétaire de séance. Juste en termes d'information, pour vous confirmer, voilà, on a reçu un courrier de l'ARS du 15 octobre là, qui nous confirme la fermeture du centre de vaccination le 7 décembre. Regard alors de la couverture vaccinale sur le territoire qui est satisfaisante, et puis de la baisse importante de fréquentation du centre, voilà, et donc ça mobilise beaucoup de soignants, beaucoup de bénévoles, pour peu de vaccination effective. Donc voilà, mais malgré tout, sur le sujet de la crise sanitaire, la vigilance reste de mise. On a atteint un taux d'incidence de 80,9% en Épidène, pour 100 000 habitants. Ce matin, tous les élèves de nos écoles primaires portent de nouveau des masques. Bon, j'ai approuvé le dernier procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 septembre dernier. Je ne sais pas si l'amendement ou tout sur ce verbal, sinon on l'adopte. L'adopte en l'état. Premier sujet qui va nous être présenté par Madame Asquette, c'est sur le budget participatif. Donc, qui était une proposition du projet de mandat. Et là, c'est clore avant leur mise en œuvre les résultats des votes, les réalisations à venir, projets qui ont été choisis par les habitants. Donc voilà, Madame Asquette, je vous laisse présenter cette délibération. Alors, je rappelle, le budget participatif compte une partie allouée, votée par les habitants. Permet à l'acteur, habitants, en proposant grâce au vote. Chantepie, l'enveloppe budgétaire allouée aux participations est à 50 000 € annuels et toutes taxes. La première édition du budget participatif s'est déroulée. Donc les dépôts de projets ont lieu entre le 1er et le 21. Suite à ça, a lieu une analyse des projets et mai et juillet. Le vote pour les projets a eu lieu en septembre 2021. Le dépôt à la suite du vote, 1er octobre 2021.
faire que le bilan 40 projets recevables, 14 ont été mis au vote. 14, 3 regroupés. Les comptes biens ont été intégrés à cette nouvelle démarche. Un papier. Les résultats des votes de projets par ordre décroissant. Au milieu, nous avons Mini-forêt Miyawaki avec 3 votes. L'art en campagne, Cantepied, 90. Construction, 11. Cabanadon avec 66. Terre de jeu, 50 votes. Borne, service réparation, 48. Parcours mini-golf a reçu 38 votes. Barbecue collectif sur l'espace public, 31. L'aire de jeu a reçu 28 votes. Sport, 25. Rencontre 2 a reçu 24 votes. Alors, ces résultats ont été transmis au porteur de projet, ainsi qu'au service aménagement et travaux, qui a réalisé une étude plus fine des premiers projets. Selon l'article intérieur du projet participatif, mentionne lauréats. Je cite, les lauréats sont les projets qui remportent le prix jusqu'à global de 5 atteints. Et au vu des coûts et les 6 premiers projets peuvent être réalisés à hauteur de l'enveloppe de 50 000. Il s'agit des projets suivants. Les fruitiers dans tous les quartiers, la mini-forêt Miyawaki, des ruches, l'art en campagne Cantepied, construction vivante et le. Alors, les coûts estimés pour ces projets, 2 800 €, 3 000 € pour la mini, 500 €, 4 000 € pour l'art en campagne, 1 000 € pour les 37 000. Sur cette proposition, elle est invitée à valider cette proposition de partition, à déclarer les 6 projets comme lauréats de la première autorité à signer l'acte à la mise. Merci, Madame Asquette. Comité de suivi, travailler en amont. Avec un service qui travailler dans chacun de ces projets et sa mobilité. Voilà. Qui vont calibrer des coûts et donc voilà, on reste sur une enveloppe de 50 000. Cette première saison. Donc je ne sais pas s'il y a des interventions sur cette délibération. Donc on le. Pardon. Elle. Arrêtez.
temps de... Pardon. Alors pour moi, M. Weidman a dû repartir avec vous vendredi. Pour de résolution. Pas pour moi, c'était résolu vendredi, donc quand je l'ai eu au téléphone, mais les contacts. Par demander à monsieur. Contact, avec vous. D'autres interventions sur le sujet? On passe au vote. Donc, le conseil municipal. Donc, vous êtes invité, on est invité à valider cette proposition de répartition de l'enveloppe budgétaire allouée au budget participatif, déclarer les 6 premiers projets comme lauréats de la première édition du budget participatif, et Madame Asquette en a fait la lecture, et de m'autoriser à signer les actes liés à la mise en œuvre de ces 6 projets. Qui vote contre, s'abstient, ça fait l'unanimité. Je vous remercie, en sachant que là, on va donc informer les porteurs de projets qui ont été retenus, et bien évidemment l'ensemble des porteurs de projets, ceux qui ont, c'est prévu, j'imagine, y compris ceux qui n'ont pas été retenus. Alors, j'ai plus la date exacte, mais il y a une réunion du comité de suivi qui est aussi calée, et il y a aussi un temps où on va recevoir l'ensemble des porteurs de projets, et puis il y a tout le travail en amont pour la réalisation de ces projets, en espérant que le 19 novembre, c'est là qu'on reçoit les porteurs de projets. Très très bien, et donc voilà, on attend avec impatience et la réalisation et la saison 2 du budget participatif. Autre sujet d'importance qui a beaucoup mobilisé, alors ça c'était pas dans le cadre du projet de mandat, mais c'est aussi
la réglementation qui s'oppose à nous. Donc, il y a eu un travail important qui a été engagé depuis plusieurs mois concernant un retour obligatoire, donc à compter de janvier prochain pour l'ensemble des agents, alors de Champy, mais de l'ensemble des collectivités, hein, pour passer à 1607 heures annuelles de travail. Hein, c'est la loi de la France. Là, c'était un sujet qui a beaucoup mobilisé, qui a nécessité, avec les services, avec les organisations des agents. Et je vais laisser, voilà, Madame Brouillon va nous détailler un peu l'organisation prévue à partir du 1er janvier et les impacts sur les services, hein, et puis un peu sur la manière dont le travail s'est déroulé. Je laisse la parole, Madame. Bonsoir à tous et à toutes. La déclaration est assez longue, forcément non plus les détailler. Je vais m'attacher à souligner les modalités, le cadre et les changements qu'il apporte à vos événements. Signifier que la délibération a été mise sur votre table suite à une modification, page 3, concernant le cumul de RTT lors des absences pour raison de santé. C'est la raison pour laquelle ce qui est vu en commission, c'est pas le changement qui explique votre parle du paragraphe qui se situe en dessous, page 3 du tableau de durée hebdomadaire du travail. Il s'agit d'une précision juridique. Une éventuelle incompréhension problématique opérationnelle par la suite. Ça ne change pas les. Je vais sans forcément vous détailler comme je disais, mais je vais vous rappeler le dossier de la mise en place des 1600 heures au 1er janvier 2020. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 1607 heures au plus tard au 1er janvier 2022. En application de l'article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, des règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents de collectivité territoriale doivent être fixées par l'organe délibérant après avis du comité technique. Donc, dans ce cadre, un groupe de travail au sein de la mairie de Champy a été constitué en janvier 2021 avec des élus, la direction générale, les ressources humaines, les représentations syndicales, auxquelles se sont joints ponctuellement en fait les services en fonction des sujets à aborder. Donc, il avait pour but de faire des propositions en vue d'instaurer un régime du temps de travail, puisque à Champy, nous étions à 1596 heures. Et donc, du coup, nous avions un delta pour arriver aux 1607 heures. Donc, le cadre juridique, évidemment, légal s'impose à nous. Néanmoins, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement de ce temps de travail de 1607 heures, raison pour laquelle nous avons souhaité en fait organiser une concertation au sein des agents de la collectivité afin de dégager des propositions sur les modalités d'application de cette loi. Donc, en tant qu'élus, donc notre ambition dans cette démarche de concertation était de dépasser cette mise en conformité simple des 1607 heures pour arriver avec une valeur ajoutée, puisque bon, à l'origine, vous veniez quand même avec une demande de travailler plus pour le même traitement. Donc, nous, notre démarche c'est réparti en plusieurs objectifs. Premier objectif, évidemment, se mettre en règle et en conformité avec la loi pour passer de 1596 à 1607 heures, évidemment. En profiter pour remettre à plat un certain nombre d'aménagements, enfin d'horaires qui n'étaient plus en ligne avec ce que demandait la loi, comme par exemple la prise de congé ou la pause de congé en heure et en demi-journée. Donc ça a été le cadre légal qui s'est imposé à nous et qui a été donc l'occasion de remettre des choses à plat. Mais au-delà de ce cadre légal, comme expliqué, nous avions vraiment pour volonté d'introduire, de revoir en fait certaines pratiques d'un esprit d'équité
puisque ça a été l'occasion d'harmoniser des pratiques du nombre de jours de RTT, par exemple, d'harmoniser des procédures de temps d'habillage, pour donner quelques exemples. Je vais revenir après par la suite. Deuxième objectif, améliorer évidemment le service rendu aux Cantepiens pour repenser les horaires d'ouverture au public, les orienter par rapport aux nouveaux besoins des habitants. À titre d'exemple, par exemple, augmenter les horaires d'ouverture en physique du CCAS, adapter les horaires pour qu'ils correspondent en fait à certaines pratiques des Cantepiens et par exemple proposer en fait une présence policière plus importante sur le terrain. Ce sont quelques exemples. Troisième objectif, être gagnant-gagnant dans l'évolution de ces horaires. En effet, cette réflexion et cette concertation avec les services nous ont permis d'introduire des marges de manœuvre également, par exemple comme l'introduction de plages variables dans le temps de travail de certains agents, ou par exemple la fermeture de certains services dans le but en fait, de pouvoir mieux élaborer des dossiers administratifs. Et enfin, dernier objectif, intégrer des nouvelles pratiques de travail. Au prochain conseil municipal vous sera également présenté par exemple le télétravail, qui évidemment impacte les horaires des agents. On parle d'horaires décalés, de réunions de collaboration. Donc tous ces changements et toutes ces nouvelles modalités en fait ont été inclus dans un règlement du temps de travail qui était assez nouveau. Avant, nous avions évidemment un règlement intérieur. Maintenant, la collectivité a souhaité se doter de ce règlement du temps de travail pour une meilleure lisibilité en fait des conditions pour les agents. Ce règlement de travail a été évidemment validé en comité technique à l'unanimité. Donc, je vais vous faire lecture de quelques points, on va dire, les plus importants de ce règlement de travail. Il a été revu en détail lors de la commission finance RH. Donc, aujourd'hui, la collectivité a validé, en accord avec les agents, la durée annuelle légale du travail pour obtenir les 1607 heures. Cette durée se répartit en 3 cycles différents hebdomadaires. Donc, le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune qui a été validé est fixé à 35 heures pour les services en temps annualisé, 37h50 pour les services autres en fait, et 38 heures pour le cas particulier du service technique. C'est maintenant les nouvelles durées hebdomadaires. À cette durée hebdomadaire correspond évidemment des jours de RTT que vous pouvez voir. Donc vous avez ici par service au tableau le détail des cycles hebdomadaires. Donc on retrouve bien les 38 heures, 37h50 et 35 heures, les jours de congé qui, eux, ne changent pas. Et aujourd'hui, en dehors des services annualisés qui sont sur les 2 dernières lignes, tous les services se voient attribuer des jours de RTT pour qu'elles travailler en temps complet. Voilà le détail de cette annualisation. Avec ce tableau, ça nous a permis en fait de simplifier la lecture du temps de travail au sein des agents, puisqu'on se retrouve finalement avec 3 cycles différents. Déjà, c'est une gestion et c'est aussi une équité au sein de la collectivité. Donc les nouveautés en fait que nous avons souhaité introduire avec ces nouveaux cycles de travail en fait sont pour les agents entre autres administratifs la présence de plages horaires variables. Donc, pour faire simple, aujourd'hui un agent qui n'a pas d'obligation de présence, l'accueil de la mairie par exemple,
peut introduire dans son planning, à condition qu'il soit défini évidemment avec son manager et dans la limite en fait de la continuité de service, peut bénéficier de plages horaires et donc adapter une partie de son horaire journalier en fait et en introduisant une variation. Ça se traduit dans le tableau qui est juste affiché à l'écran. Savoir, nous avons défini des plages horaires fixes qui cumulées en fait atteignent un temps de travail de 6h50. Et suite à ça, en fait, l'agent peut, encore une fois, avec anticipation et en accord de son chef de service et en coordination équipe, placer 1 heure de plage variable pour arriver à 7h50 de durée travaillée, puisque 37h50 correspond à 7h50 par jour. Donc voilà, le centre technique municipal, lui, ayant des contraintes, on va dire, plus logistiques, en fait, et lui n'a pas la possibilité de ces plages horaires, et évidemment, tout travail annualisé, lui, n'a pas de plage horaire, il est soumis à plage. Juste une petite précision, le cycle annualisé, en fait, se verront, en fait, le travail donc est défini en année scolaire de septembre. Donc de septembre à décembre, il fonctionne encore à 1696 heures et par la suite, au 4 janvier, leur planning a été intégré pour inclure en fait les 1607 heures. Donc ils ne feront sur leur temps annualisé qu'une moyenne en fait entre le début de l'année qui est 16 et 1607. Dans ce règlement du temps de travail, nous en avons profité pour clarifier en fait les règles qui sont applicables aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires. Et donc, je vous laisse. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, c'est simplement de reclarifier un certain nombre de. Donc l'ensemble des dispositions sur la mise en place des 1607 heures sont détaillées dans le règlement du temps de travail qui vous a été fourni en complément de cette délibération. Je tenais à souligner mon satisfaction en fait sur ce dossier. Je sais que voilà, c'est un dossier de longue haleine qu'on a démarré en début d'année, qui a donné beaucoup de temps de travail et de concertation. Les ateliers auxquels les agents ont participé ont été très riches d'échanges. Et je suis assez satisfaite de voir que nous sommes parvenus à apporter des changements sans heurts et dans un esprit gagnant-gagnant. Donc voilà, je vous fais grâce des différents qui finissent cette délibération. Et donc, vu l'avis favorable du comité technique du 14/2020. Oui, donc voilà. Donc, avant d'adopter cette nouvelle organisation de travail, l'intervention, nouvelle organisation. Je vous propose de. Ah, pardon, Madame Assouette. Mais je voulais insister et faire sur la manière dont aborder et concertation, ateliers, donc c'est faut le souligner, c'est important. Les communes ne font pas ça, donc Merci Madame Assouette. Effectivement, je pense qu'on la qualité du dialogue social qui a eu lieu, on l'a vu lors du dernier comité technique, parce que c'est quand même pas rien. Les agents 500 29 heures sur l'année, ce n'est pas rien. Donc voilà, on a travaillé ensemble et arrivé à cette nouvelle organisation. Je vous propose de passer au vote. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la proposition d'organisation du temps de travail telle qu'exposée dessus, ainsi que le règlement qui est annexé. Oppose, s'abstient.
à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Fernandez, il y a une modification dans le tableau des effectifs. Vous allez nous détailler. Voir le tableau évoluer. C'est pas combien c'est un départ qui a été prévu, ce qui est le poste qui est en français avant le recrutement. Bien évidemment, parce que ça sera ajouté à modification. La deuxième, c'est un peu l'inverse que les responsables ont pris profit APE, APE, Congo, Congo, les postes étaient avant eux, deuxième, c'est la première terme. Et tout ça, ça, avancé par ces aspects, ça, qui a été fait en communication. Il y a des de valider cette modification. Donc, après avoir consulté les techniques dernier, le principal est invité à modifier le tableau des préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Bien, merci. Par les budgets et notamment c'est la décision. Donc, pour faire suite à la DM numéro 1, bon, avec la deuxième DM, je vais essayer de vous résumer. Commençons par le fonctionnement. Face à la fois les dépenses supplémentaires, mais également du fait de dépenses non réalisées. Dans les dépenses supplémentaires, on peut noter une dépense supplémentaire sur le gaz et l'électricité. Voilà, le contexte actuel on connaît sur l'énergie et qui malheureusement ne va pas deux. Des achats complémentaires aussi sur les achats de masques catégorie 2, suite à des apparitions de variants en fait, montée en compétences, et des masques. Nous avons eu également des dépenses supplémentaires de désinfection. Donc, ces deux dernières lignes tracées Covid, en fait. Et nous avons un peu moins depuis le début d'année. Nous sommes toujours avec un budget Covid. Exact. Et donc, suite à ces dépenses
supplémentaires. Nous affichons également des économies de dépenses non réalisées faites du confinement du printemps avec des animations annulées et une réduction de la saison culturelle qui s'est passée, les variations en fait au niveau du fonctionnement. Au niveau de l'investissement, le détail a été donné lors de la commission finance. Nous avions revu ligne par ligne. Concernant donc l'investissement, l'ADM tient compte en fait d'ajustements relatifs à des travaux de sentiers pédestres. Là, il s'agit essentiellement d'un changement d'écriture. Nous avons également introduit, suite à l'obtention d'une subvention complémentaire, en fait, une deuxième toilette sèche dans notre projet, étant d'ici la fin de l'année. À l'origine, une seule c'est prévu et c'est l'opportunité qui a fait prendre cette décision. Et nous avons ensuite eu d'autres écritures comptables, essentiellement rien de bien nouveau, qui sont liées en fait à des reclassements de fonctionnement vers l'investissement, comme ceux du travaux de la police du local de la police municipale qui va bientôt durer, et des reclassements en dépenses et recettes, voilà, au titre d'opérations sur l'actif qui sont voilà, ne traduisent pas de changement réel dans l'investissement. Donc, les recettes de fonctionnement sont en suréquilibre de 5 500 € pour compenser l'imputation de 5 500 € au produit de cession 0,24 en fonctionnement lors de l'ADM numéro 1. Donc, là aussi, simple dans l'explication, on est dans une situation normale, pas d'inquiétude à avoir, mais on est dans une rectification administrative du fonctionnement suite à l'ADM numéro 1. Voilà, donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce projet de décision. Merci. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de décision modificative, donc qui montre bien, donc c'est à l'unanimité. Je vous remercie. Sort des biens de l'inventaire comptable et c'est Donc, sortie des biens de l'inventaire comptable, donc c'est une opération annuelle qui a lieu toujours au même moment dans l'année et qui n'a rien de bien exceptionnel. Il s'agit de l'opération de mise à la réforme des biens qui consiste donc à le sortir de l'actif pour sa valeur nette comptable en cas de démolition, de destruction, de mise hors service ou tout simplement en fait de biens arrivés en fin de vie. Donc l'ordonnateur n'a pas de crédit à prévoir au budget. C'est le cycle normal des sorties d'inventaire. Et donc du coup l'inventaire doit simplement être mis à jour pour maintenir la valeur de la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sorties? Il est proposé aux membres du conseil municipal de se sortir des biens de l'inventaire comptable. Donc, merci. Là, on adhérer à l'association d'acheteurs publics. Oui. Donc nous avons la chance de bénéficier d'une chargée en fait au marché public au sein de la mairie de Champy qui a fort à faire actuellement, le domaine devenant de plus en plus complexe. Et nous avons souhaité en fait lui le consolider en fait ses acquis et lui permettre vraiment d'intervenir efficacement sur les dossiers achats en souscrivant en fait une adhésion à l'association des assureurs publics. Cette association a pour objet, pour l'ensemble des praticiens de la commande publique, la diffusion des bonnes pratiques d'achat, la reconnaissance du métier d'acheteur, la mise en réseau, le partage de documents, le partage d'expériences et également le partage de veille juridique. Donc cette association vient vraiment en complément d'un poste en fait qui est déjà fort et qui peut être fort sensible
et délicat. Et donc, du coup, il nous a semblé important de consolider cette expertise au sein de la collectivité. Donc, la cotisation annuelle variant en fonction de la strate de la collectivité est de 190 € par an, qui, à mon sens, va très vite être amorti. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette adhésion? Non, bon, passer au vote. Il est proposé aux membres du Conseil d'adhérer à l'association, de voter 190 € dès 2021, correspondant à la cotisation annuelle de la commune à l'association. À signer tout document relatif à ce unanimité. Je remercie. Sur le Centre français d'exploitation du droit de copie, la révision de la redevance. Voilà. Cette délibération arrive par suite d'une délibération en date du 20 mai 2019, donc, où le conseil municipal de Champy avait signé un contrat avec le Centre français d'exploitation du droit de la copie. Ça s'impose à nous, évidemment. Et donc, ce contrat permettait à des agents et des élus de réaliser des copies, des photocopies, de diffuser les copies numériques d'extraits de journée, de périodiques, afin de répondre aux besoins des services communaux. Donc, ce contrat a été revu et remis à jour, puisqu'il n'est pas revu tous les ans. Donc, cette année, il a été remis à jour. Le besoin pour la ville de Champy était estimé à 50 personnes, élus et agents, susceptibles de réaliser des copies. Et donc, de ce fait, le niveau de la redevance était estimé initialement à 350 € hors taxe par an. Et donc, du coup, en 2022, suite à la remise à jour des tarifs, cette redevance monte à 380 € hors taxe pour 50 personnes. Merci. On passe au vote. Donc, je vous invite à prendre acte de la révision de la redevance de l'année 2022 et à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Série de délibérations, dont la première concerne la modification simplifiée. Ça va. Bonjour à tous. Le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, a été approuvé en conseil métropolitain comme le 9 décembre 2019. Une procédure de modification simplifiée du PLUI est engagée afin de répondre à des besoins urgents d'adaptation et notamment de rectification des parts matérielles sur en document. La présente modification vise par exemple à corriger une erreur matérielle sur la légende de thématique des hauteurs, corriger une erreur matérielle de zonage heureux, et la liste exhaustive qui a été examinée en commission le 20 octobre. En ce qui concerne la commune de Champy, il s'agit de modifier les dispositions réglementaires de la place des Marelles à Champy via la suppression d'un emplacement réservé et la suppression du schéma de l'orientation d'aménagement de l'OAP. Le dossier complet a été mis à disposition du public du 1er au 30 septembre. Et le bilan de cette mise à disposition sera présenté en conseil métropolitain qui a compétence pour approuver cette procédure. Il n'y a eu aucune observation sur le registre papier mis à disposition du public en commune et nous avons fait toutes les démarches nécessaires d'information, d'affichage, d'information sur la chanterelle, sur le site de la commune. L'article L 153-39 du Code de l'urbanisme prévoit que, préalablement à l'approbation du dossier par une métropole, les communes concernées donnent un avis sur le projet de modification. Donc, comme je l'ai mentionné, mais pour avoir un petit peu plus d'explications, pour Champy, les modifications envisagées sont en lien avec le projet Place des Marelles, au sein du périmètre de la ZAC Cœur de Ville. Lors de l'avancement du projet, l'emplacement réservé numéro 142 était initialement prévu pour reconfigurer la rue de Provence et la rue du Loroux, n'est plus nécessaire.
que le foncier est maîtrisé et d'ailleurs demande un sens par rapport au projet nouveau. Par ailleurs, le schéma de principe inséré dans l'orientation d'aménagement va être supprimé afin de donner plus de souplesse à la localisation des voies et à l'implantation. Il faisait partie de l'OAP. Le but étant de sécuriser l'opération de transfert de l'Intermarché sur l'avenue Bonin. Sur le terrain actuel de l'Intermarché, des logements avait un problème de compatibilité, une petite fragilité juridique par rapport à ce schéma-là, fragilité le projet. Le projet d'ailleurs avance, non, mais il avance et aux élus dès que et avant de valider en communal, plus abouti, présenté aux élus et bien entendu au Cantepien par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Questions? Non? Oui, en fait, vous pouvez mettre un avis si c'est plus une explication de vote. On ne va pas donner un avis favorable parce que, comme vient de l'expliquer, le projet va être présenté. Le tige les règles qui vont s'appliquer à un projet qu'on ne connaît pas. Alors, soit vous connaissez le projet et vous ne l'avez pas présenté, définissez des règles dont vous savez qu'elles vont s'adapter au projet, soit nous fixons des règles pour un projet que vous ne connaissez pas. Et donc, en termes de logique, nous, on préfère ne pas soutenir la question parce que qui sait, si la concertation conduisait à une évolution du projet, peut-être une autre modification serait alors nécessaire. Et j'ai peur que finalement nous risquions de perdre du temps à ne pas respecter la logique. Il faudrait d'abord prendre connaissance du projet et ensuite modifier le PLU en conséquence. Buffy. Oui, alors on ne suit pas, on assouplit. Et on assouplit parce que le document que je projette actuellement, c'est le document que vous avez mis en concertation, vous, par rapport à un projet précédent en 2017 de placement de l'Intermarché, que vous avez abandonné par la suite, et que ce document-là, du coup, il était compatible avec l'ancien projet, mais il ne l'est pas avec mais que présentera dès que possible. L'idée, c'est pas c'est d'assouplir les règles de manière à ce qu'elles ne soient pas proposables et que l'on n'ait pas une fragilité juridique sur le projet d'Intermarché. Je fais juste remarquer que lorsque vous avez des questions, vous avez fait par rapport à là, on a en fait l'opportunité, c'est la métropole qui a engagé une démarche de révision simplifiée, on a l'opportunité de lever toutes ces fragilités, on le fait, mais ça ne change rien à l'OAP sur le fond. En fait, ce qui change, c'est faire bien regarder au tableau. Ce qui change, c'est que ici, vous aviez imposé que les fronts bâtis des bâtiments soient ici à la ligne de rue. Finalement, ça ne sera peut-être pas comme ça sera peut-être en retrait. Ça ne change rien sur le fond. Ça ouvre plus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, il est proposé d'émettre un avis favorable aux règles modifiées applicables à l'intérieur du périmètre de l'ensemble des actes administratifs, notamment de la ZAC Cœur de Ville, en application de l'article urbanisme. S'oppose? S'abstient? Qui vote pour? Merci. Buffy avec l'opération d'aménagement des rives du citadin avec les travaux d'aménagement, la validation. Oui, c'était. Pardon, excusez-moi. Donc, on va revenir. Oui, on va d'abord passer sur la décision
sur le. Donc, afin d'absorber le décalage entre les travaux de viabilisation de la phase 2 du bocage citadin, les maxillos 3 et 4, on va voter ensuite ces travaux-là. En attendant de percevoir les recettes correspondantes, il est proposé aux membres du conseil municipal d'inscrire un emprunt relais de 2 millions d'euros. Ensuite, en fait, il s'agit sur les rives du Blonne. Vous vous souvenez, Maxilo 1 qui a été livré, le Maxilo 2 qui est en travaux actuellement, Maxilo 3 en dessous ici, puis Maxilo 4 ici. Donc, ces Maxilo 1 et 2 ont déjà été faits depuis fort longtemps maintenant. Réseau. Maintenant, il reste à faire les Maxilo 3 et 4 pour que les travaux d'aménagement puissent continuer. Donc, on va avoir 1 500 000 € à penser pour le 3 et 4. Donc, en attendant de recevoir des recettes au moment des livraisons de logements, en fait, contacter un emprunt de 2 millions d'euros sur 3 ans. Donc, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'approuver les modifications dans décision modificative sur les opérations d'aménagement des rives du Blonne, en modifiant le compte 021, compte fonctionnement, et les comptes 023. Merci. Intervention. Action. Oui, donc le conseil municipal est invité à approuver ces propositions d'inscription à l'unanimité. À la validation. Et donc la phase 2, comme je viens de le mentionner, travaux du secteur bocage citadin de la ZAC des rues de Blonne visent à viabiliser les Maxilo 3 et 4. Pour rappel, le Maxilo 3 a été attribué au promoteur Lamotte, construction de 133 logements et 3 cellules commerciales. Travaux concernent également les travaux sur les espaces publics, aborder les futurs eaux, traiter la gestion des eaux pluviales, réaliser la voirie, les trottoirs, les circulations de pistes, les aménagements paysagers. L'équipe de maîtrise d'œuvre, composée des bureaux d'études SCE et AMCO, ont rendu le pro de la phase 2 des travaux. Il est précisé que la phase suivante, suite à la rédaction du dossier, sera la rédaction du dossier de consultation des entreprises. Les éléments des études, donc, on les a vus également en commission, le raccordement des réseaux, l'aménagement de la rue Gasperi, une partie de la rue Weiss, de l'avenue Charles de Gaulle, puis des stationnements longitudinaux ou en épi sont prévus, ainsi que des éléments plantés. L'aménagement permettent d'apaiser la circulation, des aménagements de la traverse urbaine, c'est-à-dire de route, les plus anciens connus, en traverse urbaine avec réservé pour la piste et les piétons. Il y a également la réalisation de bassins de rétention des eaux au sud, et puis l'aménagement d'espaces de détente, d'espaces ludiques. Les travaux seront réalisés en 2 phases. Une première phase provisoire pour les voiries, les trottoirs, les espaces verts avant la construction des bâtiments, et une deuxième phase définitive après la livraison des bâtiments. Ceci pour éviter une dégradation des espaces publics tels qu'on a pu le constater sur le magasin. En fait, les plantes, les haies avaient des arbres avaient déjà été réalisés, et les engins lors des travaux ont malheureusement saccagé. Les coûts estimatifs des travaux sont les suivants. Donc, vous avez le détail dans les différents travaux qui portent du coup l'ensemble à 1 543 900 €. Donc, il sera proposé au conseil municipal de lancer la consultation selon les modalités suivantes. Une procédure adaptée ouverte avec négociation. 4 lots, un lot terrassement, un lot assainissement, un lot réseau souple, aménagement paysager. Bien entendu, dans ces marchés seront mises en place des clauses environnementales et sociales.
Merci. Il y a des interventions. On passe au vote. Donc, il est proposé de valider la phase pro des études 1 de moto. Marché bien. Unanimité. Citadin, Maxilo. Cette fois-ci, on est revenu sur le Maxilo 2, où sont actuellement les travaux d'archimmobilier notamment, qui prévoient donc la livraison de 55 logements d'ici la fin de l'année 2022, pardon. Enedis nous a remis à la commune une proposition de raccordement au réseau public d'électricité, comme ça. Cette proposition d'un montant de 32 139 € hors taxe présente la solution technique retenue, les travaux nécessaires au raccordement, les montants détaillés et les délais estimatifs. Cette proposition a été présentée en commission le 20 octobre. Par ailleurs, l'Enedis nous propose une convention de réalisation et de remise d'ouvrage, RRO, qui offre à la ville la possibilité de réaliser elle-même certains travaux pour le compte d'Enedis. Le déroulement des travaux. Donc on propose de valider cette convention. Le projet de convention définit les travaux à réaliser par la ville, les spécificités techniques à respecter et les documents à remettre à Enedis. Ces travaux feront l'objet d'une commande de la part d'Enedis dont le montant s'établit à 10 574 €. Merci. Il y a des interventions. Passer au vote et à valider cette raccordement électrique d'un montant de valider la convention qui permettra de facturer nos travaux à Enedis 534 41 et de moto. Patulin. Ah oui. Il y a encore monsieur rétrocession place publique, Roux. Régularisation. Encore moi. Rétrocession, et donc il s'agit en fait de deux petites parcelles de terrain qui sont situées allée des marchés. Pour ceux qui ne connaissent pas par cœur le nom des rues, c'est derrière la gériatrie. Et donc vous avez la résidence des deux chaînes, et puis vous avez deux petites parcelles à l'arrière ici. En 2004, à l'époque, c'était la SEM Territoire, qui était l'aménageur de la ZAC. Et donc le territoire a vendu au profit de la société Coop Habitat Bretagne les parcelles nécessaires à la construction d'un ensemble immobilier. D'un commun accord entre les parties, il avait été convenu qu'une partie des espaces verts situés au nord de la rampe d'accès, donc sur la gauche, serait rétrocédée gracieusement à l'aménageur. Ce sont des petites parcelles de 58 m² et 51 m². Cette condition a été précisée dans l'acte de vente, mais la régularisation n'a jamais été faite et les copropriétaires demandent à la ville d'entretenir cet espace vert. Rire. Le conseil municipal est invité à décider de l'acquisition de parcelles à 13 pour une dépense totale de 109 symbolique. Peut-être qu'avant, je voulais intervenir. On passe au vote, donc je vais dire que les frais de la vente et ceux qui en sont la conséquence. Le 31 décembre, puis en à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire à des options adoptées à l'unanimité. Vous avez hâte de passer, mais c'est un projet fort intéressant d'installation et d'exploitation d'une centrale photovoltaïque. Matulin, je laisse la parole. C'est bon?
Je prends la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, dans le contexte climatique et réglementaire évolue rapidement, donc le SDE 35, via sa SEM Énergive, souhaite accompagner les collectivités locales dans leur transition énergétique. Donc l'opérateur Énergive propose à la commune de Champy l'installation d'une centrale photovoltaïque sur l'ensemble de la toiture de son groupe scolaire. Cette centrale serait financée et exploitée par Énergive en vente totale. Ouais. Bon, ouais. Donc dans ce cadre, Énergive sollicite donc une autorisation temporaire d'occupation du domaine public pour la durée d'exploitation de la centrale, à savoir 20 ans. Au stade de cette offre, Énergive propose un montant de redevance minimum garanti calculé en fonction de l'économie prévisionnelle du projet. Donc le plan de financement prévisionnel réalisé permettra un loyer d'environ 300 € par an. Donc suite à la présente manifestation d'intérêt spontané d'Énergive, il est souhaitable que le projet d'installation de la centrale photovoltaïque soit soumis à délibération du conseil municipal afin d'approuver la poursuite du projet et le lancement d'une procédure de préalable à la suite de la manifestation d'intérêt spontané de l'opérateur Énergie. Merci. Il y a des interventions? Passer au vote. Donc le conseil est invité à valider ce projet d'installation des centrales photovoltaïques avec Énergie, autoriser la signature du projet de convention d'occupation temporaire du domaine public d'installation, valider le principe de rémunération, de m'autoriser à exécuter. C'est important et apporter pause. Merci. Passe à l'adhésion au label Terre de Source. Mathilda. Présente. Donc développé à partir de 2015 par la collectivité Eau du Bassin Rennais, donc la CEBR, le label Terre de Source représente un outil de transition agroécologique et alimentaire au service de la qualité de l'eau, qui sera également décliné en 2022 au bénéfice de la qualité de l'air. Il concerne les collectivités qui sont situées dans le périmètre du CEBR, soit du Pays de Rennes et du Pays de Fougères, que la restauration scolaire soit gérée en régie ou via un prestataire privé. Il est proposé que la commune adhère gratuitement donc à la convention constitutive du groupement de commandes de produits alimentaires durables de Terre de Source, sans obligation d'achat, et puisse bénéficier de ces services pour notamment accéder à des produits locaux répondant à la loi Egalim, dans le respect du Code des marchés publics, participer à une communauté de restauration scolaire agissant de manière coordonnée pour une alimentation saine et durable du territoire, sensibiliser notre prestataire du marché de restauration scolaire à l'achat de denrées durables, donc accès au catalogue de produits du marché, envisager des achats pour les fêtes et cérémonies, bénéficier des conseils de la communauté d'acheteurs, donner un signal fort également aux agriculteurs de Champy et relayer la démarche auprès des administrés et associations. Donc, dans le cadre du lancement d'un troisième marché pour juin 2022, Terre de Source propose aux communes et EPCI d'adhérer au groupement avant le 30 novembre 2021 pour pouvoir en bénéficier. Le comité de pilotage du partenariat comprend un représentant de chaque structure signataire accompagné d'un technicien. Et donc par ailleurs, des enjeux communs de communication, formation et sensibilisation pourront être développés sur le thème de la transition agroécologique. Les caractéristiques du marché à venir sont notamment prestation de services avec comme support l'achat de denrées alimentaires, un marché multi-attributaire d'une durée de 3 ans avec des prix fixes annuels plus clause de révision annuelle, environ 2% maximum par an, possibilité de dépôt d'offres en co-traitance, producteurs transformateurs notamment, et répond bien sûr à la loi Egalim et aux règles de la commande publique. Donc la commune étant intéressée pour adhérer à cette convention constitutive et conformément aux dispositions exposées dans la note ci annexée, sera donc proposé au conseil municipal. Je laisse monsieur le maire. Merci. Avant de voilà, savoir s'il y a des sur le sujet. Monsieur Chendé, monsieur Caillard. Monsieur Chendé d'abord, ou monsieur comme vous voulez. Monsieur Chendé. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, ce label Terre de Source a pour but d'accélérer la transition agroécologique locale. C'est donc un outil de relocalisation de l'économie agricole de notre territoire.
permettra ainsi de préserver les ressources en eau potable et de l'air, que ce soit en bio ou pas. La réduction des produits phytosanitaires, fongicides et autres entrants chimiques permet de préserver cette ressource essentielle qu'est l'eau. Il faut savoir également que la Bretagne concentre 17% des émissions nationales d'ammoniac, principalement de l'activité agricole. La faute en partie à l'épandage de lisiers et d'engrais azotés au printemps. Les gaz issus de ces épandages se transforment en particules fines au contact d'autres substances dans l'air, particules qui favorisent certains cancers et maladies cardiovasculaires. Donc inclure la qualité de l'air dans ce nouveau marché va dans une logique environnementale intelligente. L'adhésion à ce marché par les agriculteurs locaux sera à faveur d'engagement, dans une transition agroécologique forte, ce qui leur permettra d'augmenter leur note IDA, indicateur de durabilité des exploitations agricoles, et de valoriser ainsi leur travail. Ce marché public donne la main aux agriculteurs qui acquièrent la capacité de fixer leurs prix. Les prix sont fermes sur 4 ans, déconnectés des prix mondiaux, avec une clause de révision de 2% par an. La sélection des producteurs se fait alors sur l'ambition de progrès et pas que sur le prix. Comme le disait M. Matoulin, adhérer à ce label permettrait de sensibiliser notre prestataire à l'achat de denrées durables, notamment via l'accès au catalogue. Pour rappel, sur le marché d'Arestoco actuel, nous demandons 50% des approvisionnements locaux. Cela permettra de recentrer ce local car un périmètre de 100 km s'établit alors entre les acheteurs et les producteurs transformateurs. Par cette adhésion, c'est un signal fort que nous envoyons aux agriculteurs de la commune, de notre souhait de les accompagner vers une production plus durable, production dans laquelle la plupart des fermes sont déjà engagées. C'est pour toutes ces raisons que je souhaite vivement que ce Conseil valide l'adhésion à ce label Terre de Sourds, label qui permet de raisonner positivement en termes de filière, du champ à l'assiette. Merci. Gaillard. Moi aussi, je voulais souligner l'importance de l'effondrement. Puisque 3% de partie, c'est 0%. Donc, belle terre de source donne un bon outil pour essayer de retrouver cette. Et le deuxième, comme bien, c'est la mise en place des circuits courts qu'on ne peut qu'approuver. Terre de source, et au départ, c'était les zones de captage, et arrivé à 500 embarqués heure. Je crois que c'est un. Les pesticides. Je crois qu'il ne faut pas attendre 2025 pour Rennes, la métropole. 2027 au départ et maintenant. Pas attendre un an ou 2 ans, il faut avec les agriculteurs en général. De notre un dialogue. Merci à vous, David. Réfléchir. Impact. Tous les temps. Ça va être l'impact. Que l'impact soit assez retiré. Merci. Je crois qu'il faudra faire une commune
complètement en œuvre le label Terre de Source. Concernant notre terre, on a marché il y a quelques semaines. Pratiquement bio et d'emblée, label. Eh ben, il y aura aussi c'est bien le projet. C'est sur la table, notre prestataire peut concrétiser. Matoulin, vous voulez rajouter? Effectivement, sur certains produits, vous demandez ce qu'on peut entendre, donc on ne peut pas acheter tous les produits qui sont proposés dans le catalogue. Par contre, il y a d'autres produits qui sont proposés et pour lesquels il n'y a pas forcément besoin d'énormément de volume. Donc, de toute façon, comme on a déjà été notre prestataire vis-à-vis de Terre de Source, lui-même le connaissait déjà, avait déjà pour envisager les achats avec le label, donc et qui sera effectivement voilà, demandé d'être bienveillant possible vis-à-vis de ce label pour pouvoir adhérer et pouvoir acheter des dans la mesure où le besoin ne sera pas surdimensionné. Merci. Passe au vote. Pardon, Monsieur Sendé, je vois moins bien que dans la salle des Marais, Désolé. dans la salle. Monsieur Non. Sendé. Non, pour rebondir sur ce que disait M. Matoulin, c'est pas juste nos égos en se félicitant, c'est pas du tout à fait ça notre démarche, vous n'avez pas compris. C'est vrai que Convivio avait déjà entendu parler de ce label Terre de Source, et justement, ils n'avaient pas cette clé pour y rentrer. Nous, on leur donne cette clé, justement. Et ils sont toujours preneurs de sourcing pour rapprocher encore plus le local qu'il est actuellement. On a déjà eu l'occasion de le mettre en contact avec des maraîchers de Champis, ils ont déjà travaillé ensemble, et leur donner cette possibilité de recentrer le circuit court comme on veut le faire, ils sont tout à fait preneurs. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, les approvisionnements vont bien augmenter au niveau de la restauration, et ça ne se concernera pas que les produits de festivité. Je vous en assure totalement, pour ma part en tout cas. Moi, Monsieur Sendé, à tous. Je vous propose de passer au vote et donc d'approuver l'adhésion de la commune de Champy à ce groupement de commandes, de m'autoriser à signer la convention intégrant annexe, l'achat de produits alimentaires durables et éventuellement durables, la participation aux travaux en partenariat avec les gérer prestataires, de m'autoriser à exécuter le ou les marchés élaborés par le groupement, de m'autoriser à désigner ultérieurement un représentant qualifié de la commune pour participer à titre consultatif à la commission d'appel d'offres de ce groupement, d'inscrire les dépenses en déclinant au budget 2022. Il y a des abstentions. Merci. Oui, à l'initiative du comité consultatif parentalité, un parcours de géocaching a été créé en partenariat avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, application Trésor de Haute-Bretagne. Pour formaliser le partenariat, le conseil départemental demande qu'une convention soit établie avec la commune. En l'absence de participation financière, la commune s'engage à assurer la création de la cache et entretenir la cache par le réassort de badges. Ce parcours est réalisé et suivi par la responsable du dispositif parentalité de la commune. L'inauguration du parcours aura lieu le samedi 20 novembre dans le cadre du programme des actions parentalité proposées aux familles. Le catching. Oui. Alors le géocaching, en fait, c'est une chasse au trésor. C'est une chasse au trésor qui emmène les chasseurs de trésors à la découverte de certains territoires. Donc là,
on aura la possibilité de faire un parcours de géocaching dans Champy. Le parcours va être inauguré le samedi 20 novembre, puisqu'il y a bien deux choses à comprendre. C'est que les parents du comité ont créé le parcours, qui existe sous format papier. Et avec le partenariat du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, nous aurions la possibilité, en plus, d'inscrire le parcours de géocaching créé sur la commune sur l'application du conseil départemental. L'avantage de ce partenariat, ce serait d'avoir plus de visibilité sur ce parcours de géocaching et donc d'attirer sur notre commune des adeptes de géocaching et pas seulement les habitants de Champy. Merci pour bon, est-ce qu'il y a des interventions? On propose d'acter le principe de la création de ce parcours et de m'autoriser à signer la convention et référent. Pardon. Il y a des oppositions, des abstentions. Merci. Et l'association Loisirs Pluriel avec une demande de subvention. Merci. Donc l'association Loisirs Pluriel propose un accueil paritaire d'enfants et d'adolescents en situation de handicap ou non à Rennes sur des temps extrascolaires et pendant les vacances. Une subvention de fonctionnement lui a déjà été accordée certaines années en fonction de partenariats ponctuels. Pour l'année 2020-2021, 6 jeunes cantepiens sont accueillis sur les 74 enfants et jeunes que la structure accueille. Les représentants de l'association sont venus exposer le fonctionnement du centre et exposer pourquoi ils nous sollicitaient pour une participation financière. Le coût journée pour les communes est établi sur la base du nombre de jours de présence des enfants à Loisirs Pluriel. Il est donc proposé de soutenir l'association de manière forfaitaire, quel que soit le nombre d'enfants accueillis, à hauteur de 2 000 € en 2021, afin que les familles cantepiennes disposent d'un accueil complémentaire. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Je propose donc il est d'accorder une subvention de 2 000 € à cette association plurielle qui a Et il y a une modification du règlement intérieur concernant le secteur enfance-jeunesse. En effet, le secteur jeunesse a reçu des demandes de famille et dans le but d'améliorer le service, nous souhaitons faire évoluer 2 points du règlement intérieur du secteur jeunesse à moyens constants. Donc, ouvrir le secteur jeunesse à 13h30 au lieu de 14h sur tous les jours d'ouverture, dont mercredi et vacances, et de laisser la possibilité aux jeunes d'amener leur repas du midi sur les vacances scolaires. En effet, on a la demande des jeunes de pouvoir partager un temps convivial une demi-heure plus tôt, d'où l'ouverture à 13h30 au lieu de 14h. Et on a la demande aussi de parents qui se sentent rassurés à l'idée de savoir que leur enfant peut maintenant déjeuner dans le local en apportant son repas. Merci. Intervention intérieure. De passer au vote. Valider l'évolution du règlement intérieur du secteur enfance-jeunesse selon le décret présenté. Monsieur Monteux, donc la licence d'entrepreneur de spectacle et seulement cette licence. Bonsoir. Donc, la commune dispose depuis 2012 de la licence d'entrepreneur de spectacle attribuée par la DRAC. Cette autorisation est obligatoire à partir de spectacles organisés par an. Reconduite en 2018, elle doit de nouveau être renouvelée en 2021 pour désormais une durée de 5 ans. Donc, la commune dispose des licences 1, 2, 3 qu'elle doit renouveler. La licence de première catégorie concerne les exploitants de lieux de spectacle, que la mairie exploite la salle polyvalente du complexe des Deux Ruisseaux en configuration spectacle. La licence de deuxième catégorie qui concerne les employeurs du spectacle, que la mairie salarie régulièrement des intermittents du spectacle, techniciens ou artistes. La licence de troisième catégorie qui concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. Les conditions d'obtention sont les suivantes. Avoir dans l'équipe une ou plusieurs personnes ayant suivi une formation à la sécurité des lieux de spectacle. D'avoir dans l'équipe une personne titulaire d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans le spectacle ou d'une formation dans le spectacle.
de fournir l'avis favorable de la commission de sécurité concernant la salle de spectacle. Les conditions étant remplies, Avant de solliciter et d'acter également des interventions sur l'opération, proposer d'acter la demande de renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacle détenue par la ville de Champy-Arrivèche et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Je vous remercie. Vous avez sur les tables le bilan de la gestion déléguée. Je ne sais pas si voilà, il y a des par rapport à la gestion des délégués. On va pouvoir clore le conseil municipal. Donc, dernier conseil municipal de l'année, le 13 décembre, 19 h. Donc, normalement, dans cette salle. Et puis, vous rappelez la cérémonie du 11 novembre, jeudi à 11 h, où vous êtes tous, bien évidemment, conviés. Je vous souhaite une bonne soirée et on clôt le conseil municipal. À bientôt.